Le même objet apparaît entre les mains de Dieu séparé par 3 zéroans et la moitié d'une planète. On le trouve sculpté dans les murs d'un palais du nord de l'Irak, tenu par une figure ailée aux muscles d'un lutteur et au visage serein d'un prêtre. On trouve quelque chose de presque identique gravé sur une colonne de pierre du sud de la Turquie plus ancienne que l'agriculture plus ancienne que l'écriture plus ancienne que la roue. Et on le retrouve également sculpté dans une dalle de roche volcanique au cœur des jungles mexicaines, tenue par un homme assis dans la gueule ouverte d'un serpent. 3 cultures, 3 continents, aucun contact reconnu entre elles. Et dans tous les cas, l'objet a la même forme, une poignée rigide arquée sur un corps carré plat à sa base que l'on tient comme un voyageur porterait aujourd'hui un sac dans un aéroport. Internet Louis a donné un nom, le sac des dieux. Depuis des années, il est présenté comme l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence d'une civilisation mondiale disparue ou de visiteurs venus d'ailleurs ayant laissé leur empreinte dans la pierre. L'argument est séduisant car le motif est réel. La forme se répète bel et bien. Elle apparaît réellement dans des lieux qui, selon toute logique historique, n'auraient jamais dû se connaître. La question demeure donc, sans réponse dans l'imaginaire collectif, telle une braise qui ne s'éteint jamais. Pourquoi ce même sac apparaît-il à travers les siècles et sur des milliers de kilomètres? Voici ce que presque personne parmi ceux qui partagent ces images ne sait. Les anciens scribes qui vivaient à proximité de ces gravures ont décrit cet objet. Ils lui ont donné un nom. Ils ont décrit dans leurs propres instructions rituelles précisément ce qu'une personne devait en faire et de manière très explicite ce qu'il contenait. La réponse à ce mystère n'est ni cachée dans un caveau ni enfouie sous une montagne. Elle est gravée dans l'argile et se lit depuis fort longtemps. Simplement, la véritable réponse est plus discrète, plus étrange et d'une certaine manière plus humaine que celle qui devient virale. Et il y a un point crucial avant d'aller plus loin car il change votre perception de tout ce qui suit. Il n'existe pas de sac à main. Pas un vrai. Personne n'a jamais mis au jour un exemplaire physique de cet objet, un artefact autonome que l'on pourrait poser sur une table et ouvrir. Ce qui existe, ce sont des représentations, des images, des formes sculptées en relief et des monuments par des peuples ayant vécu à des milliers d'années d'intervalle. Alors quand un titre promet que les scientifiques ouvrent enfin le sac des dieux sumériens, il faut bien comprendre ce que ce titre signifie. Vous ne pouvez pas ouvrir une image. Ce que vous pouvez faire, c'est lire les mots que cette même civilisation a laissés derrière elle. Observez attentivement ce que font les personnages sculptés avec leurs mains et laissez le mystère se résoudre de lui-même, comme le fait l'histoire elle-même lentement grâce au contexte, au langage, à l'accumulation à la fois fastidieuse et fascinante des preuves. Voilà l'histoire que nous allons raconter. Et à la fin, les bas-reliefs de la salle du trône vous paraîtront totalement différents. Commençons par là où l'objet est le plus clair, car c'est dans la clarté que se construit la confiance. Suivez-moi dans les ruines de la ville, l'ancien monde appelé Kalou, un lieu que les cartes modernes désignent sous le nom de Nimrud sur les rives du Tigre, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Irak. Il y a près de 3 zéro ans, ce lieu était le cœur administratif de l'un des empires les plus redoutables que le Proche-Orient ancien ait jamais connu, l'empire néo-assyrien. En son centre se dressait le palais du roi Assur-Nassir-Pal II qui régna approximativement entre 883 et 859 avant notre ère. Bâtisseur autant que conquérant, il fit construire un palais conçu pour impressionner, non pour réconforter ou charmer. Imaginez les murs de la salle du trône du sol au plafond, et même au-delà, ils étaient recouverts d'immenses panneaux de gypse pâle sculptés en bas-relief et jadis peints de couleurs aujourd'hui disparues. Il ne s'agissait pas de simples décorations au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était une affirmation de pouvoir destinée à chaque ambassadeur porteur de tribut et de suppliant tremblant conduite devant le roi. Partout les figures sculptées se dressent. Certaines représentent le roi lui-même chassant le lion ou accueillant les vaincus. Mais parmi elles se répètent inlassablement comme un rythme tout au long de la salle des figures qui ne sont pas tout à fait humaines. Elles ont les corps d'hommes puissants, aux épaules larges, sculptés, vêtus de robes à franges et à glands et de lourds bracelets. De leur dos s'élèvent de grandes ailes emplumées, arquées et finement travaillées. Certaines arborent des têtes d'hommes coiffées de bonnets à cornes, anciens symboles de divinité. D'autres, plus surprenantes encore, ont des têtes d'oiseaux de proie, becs crochus et yeux ronds et fixés à la fois sur le néant et sur l'univers. Ces êtres portaient un nom dans le monde qui les avait créés.
On les appelait les Apkallu. Dans les traditions mésopotamiennes, les Apkallu étaient des sages, des figures primordiales d'une antiquité immémoriale, des êtres mi-divins, d'une immense sagesse qui aurait apporté les arts de la civilisation à l'humanité avant le déluge. Sur les murs de ce palais, ils font office de gardiens d'esprits protecteurs. Ils entourent le roi tel un rempart de sainteté, repoussant le mal, purifiant les lieux et préservant de tout danger le fragile souverain au cœur de l'Empire. Étant la main de l'un de ces sages ailés tenus le long de son corps se trouve l'objet, le sac à main. Un récipient au corps carré et à la poignée rigide et arquée qui s'élève au-dessus qu'il tient dans son poing gauche avec une familiarité naturelle comme on tiendrait un objet qu'on porte tous les jours. Ses côtés sont finement polis et sculptés. Ses proportions sont si harmonieuses, si réfléchies qu'un œil moderne les reconnaît immédiatement. On dirait un objet qu'on pourrait acheter en boutique. Cette simple coïncidence visuelle qu'un esprit assyrien vieux de 3-0 ans semble tenir un sac de marque est l'élément déclencheur qui a engendré des milliers de vidéos et des millions de commentaires car l'esprit ne peut s'empêcher d'être interpellé. On voit un sac. Votre cerveau l'interprète comme un sac. Et une fois qu'il s'agit d'un sac, la question se pose d'elle-même, que fait un dieu avec des bagages? Et qu'a-t-il donc emporté? Mais regardez encore, et cette fois ne regardez pas la main gauche. Observez ce que fait ce même personnage de sa main droite, car elle tient elle aussi quelque chose et presque personne ne le remarque. Un petit objet ressemblant à une pomme de pin est levé à hauteur de la poitrine ou plus haut. Il n'est pas simplement tenu. Il est tendu, offert, dirigé vers quelque chose à côté duquel se tient le personnage, une étrange et belle structure stylisée, faite de branches et de palmettes entrelacées, que les érudits appellent l'arbre sacré. Le sage a l'éteindre la main droite tenant le cône vers l'arbre, tandis que le sac repose à ses côtés dans sa main gauche. Ce geste, cette association des deux mains, est la clé de tout. Mystère. Nous y reviendrons car c'est le détail qui discrètement dévoile tout. Pour l'instant cependant, laissons le sage où il est. Laissons le regard parcourir le reste de la pièce car la salle du trône de Nimrod n'était pas une simple sculpture, mais une procession. Panneau après panneau, mur après mur, les figures ailées se répétaient comme un battement de cœur sur toute la longueur de la chambre. Si vous étiez entré dans cette pièce au 9e siècle avant notre ère, vous n'auriez pas vu un musée. Vous auriez vu une machine construite de pierres et de croyances conçues pour agir sur celui qui y pénétrait. Les reliefs se dressaient à hauteur des yeux et même plus haut taillés dans des dalles de gypse pâle qui couraient le long de la base des murs. Et chaque visiteur, chaque ambassadeur, chaque porteur de tribu, chaque gouverneur tremblant convoqué pour rendre des comptes, devait franchir le passage obligé de ses gardiens avant même d'atteindre l'homme sur le trône. Le message était on ne peut plus clair. Il ne se voulait pas subtil. Vous pénétrez dans un espace protégé par des êtres plus anciens que les dieux de votre arrière-arrière-grand-père. Comportez-vous en conséquence. Être le roi au cœur de tout cela avait un nom, et ce nom est important. Il s'appelait Assur-Nasir-Pal II, et il régna sur l'Empire assyrien d'environ 883 à 859 avant notre ère. Pendant près d'un quart de siècle, il se consacra avec obsession à deux choses. Il mena des guerres brutales et méthodiques, étendant ses frontières campagne après campagne, décrites dans ses propres inscriptions, dans un langage si violent qu'il fait encore frémir les historiens. Et il construisit. Il transféra sa capitale à Nimrud, une ville que les Assyriens appelaient Kalhu, et y fit ériger un palais d'une telle ampleur que son inauguration fut célébrée selon l'une de ses inscriptions par un festin qui aurait nourri des dizaines de milliers de convives pendant 10 jours. Les sages ailés représentés sur les murs faisaient partie intégrante de ce projet. Ce n'étaient pas des objets de décoration comme on accrocherait un tableau. C'étaient des objets fonctionnels,
Ils étaient utiles 24/24 et sept que quelqu'un soit dans la pièce ou non, car c'est précisément ce qui disparaît lorsque l'on recadre l'image sur Internet pour ne garder que le sac. Les Apkallu ne se tenaient pas là au hasard. Ils étaient positionnés. Ils se regroupaient aux portes aux seuils, aux endroits où un espace en laissait place à un autre, là où dans l'imaginaire mésopotamien, le mal avait le plus de chances de s'infiltrer. Ils flanquaient le trône. Ils bordaient le passage que devait emprunter un visiteur. Leur disposition était un rituel immuable, une protection permanente et inlassable. L'objet dans la main gauche et le cône dans la main droite étaient les instruments de cette protection. Quel que soit le contenu du sac, il n'était pas anodin. Elle était placée au cœur même de l'empire le plus puissant de la terre, répété des centaines de fois gardé et veillant encore. Les Assyriens ne sculptaient rien par hasard. Ils sculptaient ce qui, selon eux, les maintenait en vie. C'est ce qui donne toute sa profondeur au mystère. Car si cet objet était insignifiant, un panier, une gamelle, un élément de décor, on s'attendrait à ce qu'il dérive, qu'il change, qu'il soit laissé tomber par des sculpteurs négligents et pressés. Il ne dérive pas. D'un panneau à l'autre, à travers des décennies de sculpture, d'un artiste à l'autre travaillant sur différentes plaques, la forme demeure. Le corps carré, la poignée arquée et rigide, les proportions presque identiques d'une figure à l'autre. Quelqu'un veillait à cette cohérence. Quelqu'un tenait à ce que tout soit juste. Et lorsqu'on découvre un objet auquel les gens accordent une telle importance pendant si longtemps, on est face à quelque chose de chargé de sens. Un sens si profond qu'une erreur aurait des conséquences. Élargissez encore le champ de vision, et c'est là que tout cela commence à paraître véritablement étrange, car la forme ne reste pas sagement à l'intérieur des murs d'un seul palais. Elle ne reste même pas à l'intérieur de la Mésopotamie. Parcourez environ 800 km vers le nord-ouest, en remontant les collines de ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie. Et vous arriverez à un endroit qui a discrètement bouleversé une grande partie de ce que nous pensions savoir du passé de l'humanité. Son nom est Göbekli Tepe. Et là, au milieu de ces grands cercles de pierre, on se trouve sur un site si ancien que le chiffre semble irréel. Les couches les plus anciennes datent d'environ 9600 avant notre ère. Non pas 9600 ans, mais bien 9600 avant notre ère, ce qui situe l'âge total à environ 11500 ans avant notre ère. Ces lieux a été construit par un peuple qui ne connaissait ni ville, ni écriture, ni métaux, ni roues, et probablement aucune agriculture. Des chasseurs-cueilleurs ont dressé des piliers de calcaire de plusieurs tonnes et les ont disposés en anneaux. Ils ont sculpté ces piliers d'animaux si vivants qu'ils semblent prêts à s'animer. Sur l'un de ces piliers répertoriés par les chercheurs comme le pilier 43 et parfois appelé la pierre du vautour, les sculptures se pressent dans une composition dense et délibérée. On y voit des vautours aux ailes déployées. On y voit un scorpion la queue enroulée prêt à bondir. On y trouve des serpents, des oiseaux et des formes sur lesquelles les érudits débattent encore. Et près du sommet du pilier disposé en une rangée ordonnée se trouvent 3 petites figures, 3 formes carrées chacune surmontées d'une ligne courbe qui s'arque au-dessus du corps. 3 sacs à main ou 3 objets qui, pour un œil moderne posé sur ces bas-reliefs assyriens, ressemblent indubitablement au même objet sculpté dans la pierre Sept 0 ans avant la naissance d'Assur-Nasir-Pal. Prenez un instant pour contempler cet écart car il est le moteur de tout le mystère et il mérite d'être ressenti plutôt que survolé. 7-0 ans. L'écart temporel entre Göbekli Tepe et les palais assyriens est plus grand qu'entre les palais assyriens et nous. Lorsque ces piliers turcs furent érigés, les Sumériens n'existaient pas. Les pyramides ne seraient construites que 5 ou 6 000 ans plus tard. Il n'y avait ni empire, ni scribe, ni tablette d'argile, ni voie par laquelle une quelconque idée mésopotamienne aurait pu remonter le temps pour parvenir jusqu'à ces chasseurs. Et pourtant, elles sont là. 3 formes de sacs à main suspendus au-dessus d'un défilé de vautours de scorpions et de serpents semblent scruter le passé lointain comme pour poser l'évidence, l'inévitable question. Comment un même objet peut-il apparaître aux 2 extrémités d'un silence de 7000 ans sans qu'aucun lien plausible ne les relie? Il ne vous reste qu'un nombre restreint de façons de répondre à cette question. Soit cette forme a été inventée 2 fois indépendamment par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées et n'auraient jamais pu se rencontrer.
Soit elle véhiculait un savoir qui a survécu à la rupture transmis de génération en génération ou d'une autre manière que nous ne pouvons plus retracer. Et c'est précisément dans cet espace étroit et inconfortable entre ces deux options que les théories les plus extravagantes prennent racine et commencent à prospérer. Car si l'on a déjà décidé que la coïncidence est impossible, alors quelque chose de bien plus spectaculaire doit être vrai. Et la forme n'avait pas fini son voyage. Il lui restait un dernier périple à accomplir et celui-ci traversait un océan. Car le lieu suivant où la forme réapparaît n'est pas du tout au Proche-Orient. C'est à l'autre bout du monde, dans les plaines humides de ce qui est aujourd'hui l'État mexicain de Tabasco, sur un site appelé La Venta. Soacité était un centre important de la civilisation Olmec, souvent considérée par les archéologues comme la civilisation mère de la Mésoamérique. Ce peuple qui a précédé les Mayas et les Aztèques nous a légué ses têtes colossales en basalte aux yeux lourds et aux lèvres pulpeuses. La Venta a connu son apogée entre 1200 et 400 ans avant notre ère, ce qui la situe du moins en partie dans la même période que les palais assyriens à l'autre bout du monde. Et parmi les pierres sculptées laissées par les Olmecs, il en est une qui ne laisse personne indifférent. Il est répertorié sous le numéro X9. Imaginez-le une dalle de pierre rectangulaire sur laquelle est sculptée en bas-relief une figure humaine assise. Derrière et autour de cette figure s'enroule un serpent gigantesque. Son corps s'élève et se courbe jusqu'à ce que sa gueule ouverte forme un arc au-dessus de la tête de l'homme, tel un dice, un casque ou une porte. La silhouette est assise sereine à l'intérieur de cette structure serpentine, une main levée, l'autre reposant le long du corps. Et dans cette main agrippée à une poignée rigide qui épouse la forme d'un corps carré, elle tient le sac. La même silhouette que celle du sage Ailé à Nimrud, la même silhouette qui se trouve parmi 3 autres au-dessus des vautours à Göbekli Tepe. La voici de nouveau sur un continent qui, de la vie générale, n'a jamais eu le moindre contact avec le Proche-Orient ancien. Les chiffres en jeu sont presque absurdes. La Venta se situe à environ 12,0 km de Nimrud. Entre les deux s'étendent un océan, voire un second, selon la route des chaînes de montagnes des déserts et des millénaires de sociétés humaines ayant évolué séparément et qui, selon la recherche officielle, n'ont jamais échangé un seul mot ni une seule marchandise. On ne connaît aucun bateau ayant transporté un sculpteur olmec en Assyrie. Aucune tablette dans les archives mésopotamiennes ne mentionne l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant, l'objet que tient l'Olmec et celui que tient l'Apkallu sont pour l'œil non averti, et même pour nombre d'observateurs avertis identiques. 2 peuples qui n'auraient jamais pu se rencontrer sculptant le même outil tenu de la même façon. Une fois ces 3 images côte à côte. Turquie, Irak, Mexique. Le motif cesse d'être une simple curiosité pour devenir un message. Et dès lors, les exemples se multiplient, car l'œil humain est extraordinairement doué pour repérer une forme qu'on lui a demandé de chercher. On a commencé à remarquer des sacs partout. On a évoqué les Maoris de Nouvelle-Zélande, dont la tradition orale conserve l'histoire de Tawaki, un héros qui monte au ciel et revient sur terre avec 3 paniers de savoir sacré. 3 paniers, ni un ni deux. 3 réceptacles de sagesse divine faisant écho du moins dans le récit à ces 3 formes alignées sur la colonne turque. On a aussi mentionné l'Égypte antique, où parmi les hiéroglyphes figure un petit symbole en forme d'enclos carré surmonté d'une anse en forme de dôme. Un symbole que les érudits interprètent comme désignant la demeure ou le sanctuaire d'un dieu, le sanctuaire d'une divinité représentée par une boîte à anse. Et ils montrèrent les murs des tombeaux du Nouvel Empire, où des divinités peintes tiennent parfois dans leurs poings de petits sacs de jolis petits récipients dont les peintures n'expliquent jamais vraiment la fonction. Mettez tout cela en parallèle, et l'effet est véritablement vertigineux. Une colonne turque d'avant l'agriculture, un mur de palais assyrien, un monument olmec en forme de serpent. Un mythe polynésien des 3 paniers tombés du ciel, un symbole égyptien de la demeure divine. À travers chacun de ces éléments se retrouve le même fil conducteur, un récipient à anse, et invariablement une association avec les dieux. La connaissance, le sacré, la frontière entre le monde des humains et quelque chose de supérieur. Une fois qu'on a perçu cette suite, il est très difficile de l'oublier. Et cette difficulté, cette résistance quasi physique à la qualifier de coïncidence, est précisément ce qui donne aux explications les plus spectaculaires leur force.
Alors écoutons ces explications avec attention, car elles le méritent, et parce que les considérer comme absurdes ne fait que les renforcer dans l'esprit de ceux qui y croient. La version la plus convaincante de cette explication ne repose pas sur des petits hommes verts. La voici. Les cultures humaines sont d'une inventivité et d'une diversité extraordinaires. Elles construisent différemment, s'habillent différemment, enterrent leurs morts différemment et représentent leurs dieux avec des visages différents. Lorsque deux peuples totalement étrangers l'un à l'autre produisent par hasard le même motif précis et l'associent à la même signification précise, divinité, savoir sacré lien entre le ciel et la terre, cette convergence exige une explication. Le hasard, selon cet argument, ne peut produire une telle concordance sur sept zéro ans et sept zéro kilomètres. Un élément les relie forcément, soit une civilisation disparue plus ancienne que toutes les autres, qui a disséminé ces symboles à travers le monde, avant de s'évanouir sans laisser de traces, soit des visiteurs venus d'ailleurs, dont les souvenirs ont été gravés par des témoins effrayés et fascinés qui ont reproduit au mieux ce qu'ils voyaient. Une figure lumineuse descendant du ciel, tenant un réceptacle renfermant une substance puissante capable de guérir, de détruire ou d'instruire. C'est une histoire séduisante, et elle l'est précisément parce qu'elle prend ce schéma au sérieux au lieu de le balayer d'un revers de main. Quiconque a déjà ressenti un frisson en contemplant ces trois images côte à côte en comprendra l'attrait. Mais une bonne théorie doit faire plus que simplement expliquer les preuves qui nous conviennent. Elle doit résister aux questions que l'on préférerait ne pas poser. Il est une question à laquelle la réponse de la civilisation disparue n'a jamais pu répondre, une question si simple qu'elle tend à se perdre sous le poids des océans et des millénaires. Sune, civilisation mondiale, unique à jadis régner sur toute la Terre, enseignant à chaque culture le même symbole sacré. Pourquoi le sac à main est-il quasiment le seul objet qu'elle partage? Où est l'alphabet commun? Où est l'unité de mesure partagée? La technique de construction identique, le calendrier identique, les emprunts lexicaux qui se répandent d'une langue à l'autre comme les laissent toujours les contacts authentiques. Les véritables échanges culturels sont complexes et foisonnants. Lorsque des peuples se rencontrent, ils échangent bien plus qu'une simple silhouette. Ils échangent des récoltes, des maladies, des jurons et des dieux par dizaines. Une civilisation mondiale qui aurait transmis un seul objet, une simple boîte à anses, n'est pas une civilisation, c'est une forme. Et les formes, il s'avère, ont cette fâcheuse tendance à être réinventées sans cesse par des gens qui ne se sont jamais rencontrés pour des raisons d'une banalité presque embarrassante. Pour comprendre pourquoi il faut cesser de fixer le sac lui-même et enfin regarder l'objet dans l'autre main. Car c'est de l'autre côté que se dévoile discrètement tout le mystère. Pendant des décennies, la conversation s'est focalisée sur la boîte, la poignée, le socle plat, le carré poli. Presque personne ne s'attardait sur ce que faisaient les figures ailées de leurs mains libres. Et une fois qu'on l'a remarqué, on ne peut plus l'ignorer. Sur les bas-reliefs qui ornent les murs du palais assyrien Lapkalou ne se contentent pas de porter le sceau. Il tend la main vers l'arbre sacré ou vers le roi, un petit objet serré entre ses doigts. Au premier coup d'œil, on dirait une pomme de pin. Elle est levée, inclinée, dans le geste précis de quelqu'un qui s'apprête à projeter un liquide dans l'air. Cet objet a aussi un nom. Les scribes l'appelaient Moulilou purificateur arroseur. Et dès qu'on l'associe à la boîte, la scène entière change de registre. Il ne s'agit pas d'un dieu tenant un mystérieux réceptacle de pouvoir interdit. Il s'agit d'un prêtre ou d'un esprit agissant en tant que tel, pris au piège au cœur d'un rituel que nous pouvons reconstituer. Le seau contenait un liquide de consécration, probablement de l'eau, peut-être de l'huile infusée, ou un mélange parfumé. On y trempait le cône, puis on l'agitait vers l'objet à bénir dispersant des gouttelettes, à la manière d'un prêtre qui, dans une douzaine de traditions ultérieures, aspergeait d'eau, bénit une nef, un seau dans une main et un asperge dans l'autre. Il ne s'agit pas d'un artefact issu d'une technologie impossible. C'est un kit de purification pour l'âme d'un empire figé à jamais au moment de son utilisation. Et c'est un point qu'il convient de souligner clairement, car une grande partie d'Internet l'ignore. Les Assyriens nous ont révélé la nature de cet objet. Ils l'ont consigné par écrit. Le bandoudou apparaît dans leur texte rituel, un mot courant pour désigner un simple seau. Le genre de récipient qu'un ouvrier pourrait utiliser pour transporter de la boue ou de l'eau. Le moulalou figure à ses côtés.
Le geste, l'association, l'arbre sacré, les gardiens qui l'entourent, tout est documenté cohérent et répété sur différents sites, avec la fiabilité d'une liturgie, car c'était précisément ce qu'il en était. Lorsque des résidus subsistaient dans les seaux métalliques extraits des ruines du palais, les traces renvoyaient à cette même vérité humble. Des dépôts d'eau, des matières végétales, les résidus de la purification, plutôt que la chimie d'une science perdue. Nul besoin d'ouvrir un sac magique. La réponse était gravée sur le mur depuis toujours dans les doigts de la seconde main que personne n'a pris la peine de suivre. Alors pourquoi la même silhouette apparaît-elle à Göbekli Tepe et sur un monument Olmec de l'autre côté de l'océan si les Assyriens y voyaient simplement un sceau? C'est là que la réponse honnête se révèle plus étrange et plus humaine qu'extraterrestre. Imaginez la situation. Vous devez transporter un liquide. Vous voulez le soulever sans le renverser, sans vous mouiller les mains, sans le poser tous les 2 pas. Seules quelques formes permettent de résoudre ce problème. Un récipient pour contenir le contenu, une base plate pour qu'il tienne debout lorsqu'on le pose, et une arche sur le dessus pour que la main puisse le saisir et le soulever sans toucher son contenu. Corps carré, poignet incurvé. Voilà sa forme. La main humaine se positionne presque instantanément lorsqu'elle décide de porter quelque chose. Différents peuples séparés par des milliers d'années et de kilomètres n'ont cessé de la réinventer pour la même raison banale qui les a tous poussés à inventer le pot, l'aiguille et la roue. Parce que le problème était le même et que les solutions à un problème commun tendent à rimer, c'est pourquoi, à y regarder de plus près, les correspondances étrangères cessent d'être aussi nettes. Les formes sculptées sur cette colonne turque côtoient vautours et scorpions dans une scène que nous ne pouvons véritablement pas déchiffrer. L'objet dans la gueule du serpent au Mexique appartient à un monde méso-américain de dieux à plumes et de culte de la pluie qui ne doit rien au tigre. L'espagnier de savoir maori et le symbole du dôme égyptien naissent chacun de leur propre terre, de leurs propres histoires, de leurs propres raisons. Alignez-les et la silhouette s'accorde. Lissez le contexte de chaque élément, et l'accord se dissout en une douzaine de significations distinctes locales et autonomes qui se trouvent se déverser dans une même forme simple. Mais c'est là qu'un récit honnête se doit de ralentir et de refuser une conclusion trop facile. Cette explication met un terme à l'affaire mésopotamienne. Elle ne résout pas toutes les affaires car c'est Göbekli Tepe qui conserve toute sa force. Le pilier 43 a été sculpté il y a environ 11 500 ans par un peuple qui n'avait pas encore inventé l'écriture, l'agriculture, les villes ni les royaumes. Aucun texte rituel ne nous est parvenu. Aucun scribe ne nous a laissé de traces expliquant la signification de ces 3 formes pour les chasseurs qui ont érigé cette pierre. La convergence des formes nous indique qu'ils auraient facilement pu sculpter eux-mêmes un récipient à anse. Elle ne nous dit rien de ce qu'ils pensaient être cet objet, ni pourquoi ils l'ont placé au-dessus d'une procession d'animaux dangereux, ni même si sa signification était comparable à celle d'un sceau pour un homme de Nimrud sept 0 ans plus tard. Sur ce pilier, la forme est réelle, mais sa signification demeure un mystère. Une enquête honnête se doit de laisser cette énigme en suspens plutôt que de prétendre l'expliquer. Voilà donc où en est l'histoire. Le sac des dieux ne fut jamais ouvert car il n'y eut jamais de sac à ouvrir. Cet objet assyrien possède un nom, un pendant, une fonction et un rituel. C'est un seau d'eau bénite maintenu par une asperge sacrée et le mystère qui l'entoure est résolu avec toute la rigueur dont le passé a fait preuve. Les échos épars que l'on retrouve dans d'autres cultures sont pour la plupart l'empreinte d'une forme si utile que notre espèce ne cesse de la redécouvrir. Et sous tout cela se cache une porte véritablement ouverte à flanc de colline en Turquie plus ancienne que l'histoire qui refuse de s'expliquer. Peut-être l'humanité a-t-elle vraiment oublié plus qu'elle n'a appris, ou peut-être prenons-nous simplement les formes ordinaires de nos mains pour des messages venus d'ailleurs. Alors je veux vous la confier. Des toutes sculptures, les sages assyriens, la colonne turque, le serpent Olmec, les paniers maoris, le symbole égyptien, laquelle, selon vous, est réellement liée à une autre, et lesquelles, à votre avis, avons-nous interprétées sans aucune raison? Dites-moi un commentaire sur quel père vous pariez, et expliquez-moi pourquoi. Et si vous voulez découvrir d'autres mystères où la vérité dépasse la légende, abonnez-vous, car le prochain objet que nous allons ouvrir est sous nos yeux depuis encore plus longtemps.